qu'on fait de l'échographie de l'épaule, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas convaincu tout le monde. Parce que c'est vrai, son rôle n'est pas clairement établi, et nos prescripteurs sont extrêmement méfiants, ce qui s'explique quand on voit nos images qui sont peu explicites, et surtout, malheureusement, quand on voit les nombreuses erreurs qu'on a faites. Les principales critiques qu'on entend sont cet opérateur dépendant. Mais c'est vrai, puisque c'est difficile. On parlait devant des chirurgiens, moi je leur réponds, la chirurgie aussi, il n'y a qu'à voir les résultats. On est rapide, les calme. La qualité est médiocre dans l'ensemble, c'est vrai, parce qu'il y a très peu de formation, et c'est très difficile de former quelqu'un, il faut leur prendre la main, c'est pas évident. Les examens sont illisibles, et malheureusement en général c'est vrai, c'est scandaleux, parce qu'il faudrait quand même essayer d'écrire sur nos images pour faire passer le message. Donc la conclusion est simple, pourquoi voulez-vous qu'un clinicien fasse confiance à cet examen? Dans l'immense majorité des cas, il n'y a que la confiance entre nous qui soit vraie. D'autre part, le but d'un examen échographique d'épaule, c'est pas de chercher une rupture de coiffe, on s'en fiche. 50% de la population à partir d'un certain âge a une rupture de coiffe, moi-même. Je m'en fiche, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est quand votre patient arrive dans votre cabinet, il dit « j'ai mal à l'épaule ». Et vous devez lui dire « vous avez mal à cause de ça ». Ça, c'est la seule chose qui compte. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter à la première image pathologique venue. On a fait une étude à Roland-Garros sur 150 joueurs au championnat de France. Il y en a 20 qui jouaient avec une rupture transfixante du supraépineux. Et à un bon niveau, je peux vous dire. 23 une rupture partielle. Même chose pour les calcifications. On vous l'a dit tout à l'heure. Il y en a plein qui ne sont pas symptomatiques. Donc attention, une image pathologique n'explique pas la douleur de notre patient. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut comparer. Il faut comparer. Il faut faire l'épaule droite et l'épaule gauche, et commencer par celle qui fait pas mal. Voir les différences entre ces épaules, et c'est comme ça qu'on aura la meilleure chance d'expliquer la symptomatologie de notre patient. Pardon, je suis pas à l'envers, je pense. Voilà, je fais une bêtise. On va faire comme ça. Bien. En comparant, on se rend compte que lorsque vous avez une coracoïde comme ça, c'est un nouveau accessoire, vous le retrouvez de l'autre côté. Ça, c'est une calcification d'insertion de petit pectoral, vous ne le retrouvez pas de l'autre côté, et ça explique la douleur du patient. Lorsque vous voyez une bourse comme ça, de 5 mm d'épaisseur, dans une coiffe indolore, eh bien, quand vous irez voir l'autre côté, si vous avez une bourse de 5 mm, on s'en fiche. Ça n'a aucune importance. De nombreux sportifs font ça. Par contre, quand vous voyez ce biceps ici, avec une coulisse qui est très peu creusée, vous ne savez pas s'il est luxé, s'il n'est pas luxé. Si de l'autre côté c'est pareil, vous êtes tranquille. Parce que de ce côté-ci, par contre, lorsque vous voyez que le tendon du biceps est sorti de son logement, vous le voyez bien par comparaison de l'autre côté, là vous êtes certain qu'il s'agit d'une subluxation. Il y a plein d'images asymptomatiques. L'immense majorité des ruptures de la coiffe sont asymptomatiques. Vous commencez par le côté opposé, vous trouvez des ruptures de coiffe comme celle-ci. Voilà, image complètement asymptomatique. On va voir pourquoi après. Donc en fait, la seule chose qui compte, si on veut expliquer le problème du patient, c'est d'essayer de rentrer un petit peu dans cette pathologie tendineuse. Alors pourquoi l'échographie? Mais tout simplement parce que la clinique est très difficile. La clinique 5, pour expliquer la douleur, croyez-moi, c'est pas évident, même entre des mains extrêmement compétentes. Dans la pathologie de la coiffe, les clichés standards sont indispensables, on vous l'a rappelé. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent montrer? Le professeur Sens vous l'a dit. Une diminution de l'épaisseur sous-acromiale, on le voit dans les grandes images de rupture. C'est pas pour ça que les gens ont mal. Des calcifications, c'est pas pour ça que les gens ont mal. Et des signes indirects de pathologie de la coiffe. Donc le duo RX standard clinique est rarement suffisant pour expliquer la douleur du patient. Alors pourquoi l'échographie? Il faut différencier en fait tout ce qui se trouve entre la peau et la facette d'insertion. Donc il faut voir les deux versants du tendon, on vous l'a dit, et il faut voir la structure du tendon, on vous l'a dit également. Pour ça, il n'y a que deux techniques d'examen, c'est l'IRM et l'échographie. Alors pourquoi l'échographie? Mais parce que tout simplement, on peut faire les deux côtés. On peut faire les deux côtés, parce qu'on fait bouger l'épaule, on cherche les conflits, on voit la bourse qui se plissote, on a une résolution spatiale qui est extraordinaire, et puis on est moins cher, et puis surtout, on peut faire de l'interventionnel. On peut voir, mettre son aiguille exactement où on veut, pour éventuellement faire une infiltration éco-guidée. Alors pourquoi l'échographie? Je pense que, bon, quand vous avez tout ça, c'est évident. La réponse entre les deux est évidente, mais le problème c'est pourquoi fait-on encore autre chose que l'échographie? Eh bien ça, la réponse est assez simple aussi. C'est parce qu'on n'a pas fait confiance.
Les gens ne nous font plus confiance. Ils nous font plus confiance, pourquoi? Bon, il y a le problème de la qualité de la machine, ça, on a rabâché ça pendant des années. Hein. Maintenant, quand on voit les machines, hein, je pense que toutes les machines ont une qualité qui est satisfaisante. Insistons quand même sur un faisceau d'entrée correct, je pense que c'est très important. Voilà quand même ici, vous voyez, j'ai mis rupture, parce que là, et 5 minutes après, avec une machine un peu plus performante, je me suis rendu compte que le rétinaculum était complet. Ça agit aussi, mais c'est vraiment un tout petit point. Le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est ça. C'est difficile, on n'a pas de connaissances anatomiques, on n'a pas fait beaucoup d'examens, on n'y connaît rien, et en fait, on sous-estime plein de choses. Parce que dans les articles de la littérature, on se base sur quoi? Sur le mec qui fait 20 échos par jour versus un type qui fait 20 IRM par jour. Évidemment que c'est pareil, mais c'est pas ça dans la vraie vie. Et puis dans la vraie vie, ce qu'on demande, c'est de savoir pourquoi les gens ont mal. C'est pas de savoir si c'est pété ou c'est pas pété. Je vous ai dit, ça n'a aucune importance. Donc en fait, on a énormément d'erreurs, et dans l'immense majorité des cas, je suis désolé, mais il faut bien avouer que ce n'est pas du tout l'échographie qui est insuffisante, mais ce sont les échographistes. Alors comment faire? Il faut comparer toujours. Il est inconcevable de faire une échographie d'épaule d'un seul côté. Hein, il faut faire des images clés, essayer de faire toujours la même chose pour faire passer le message chez nos correspondants. Hein, il faut aussi annoter ces images. Il faut que tous les renseignements pathologiques soient dessus. En pratique, il faut que vous soyez capable, au vu de vos images, de refaire votre compte-rendu 15 jours après. La secrétaire a perdu la bande, ou bien ça s'est perdu dans les tuyaux. Hein, il faut qu'on vous donne les images 15 jours après, vous devez être capable de refaire le compte-rendu, sinon votre examen n'est pas satisfaisant. Parce que regardez ça, vous voyez ça, c'est rien, c'est zéro, c'est peanuts. Ça sert à rien, c'est poubelle. Vous voyez ça, comme vous l'a dit le professeur Sens tout à l'heure, vous avez du liquide intra-articulaire autour du biceps, vous avez du liquide périarticulaire dans la bourse, vous êtes certain qu'il y a une rupture transfixante, du moins à 98,7% selon Hollister. Donc vous voyez la différence, d'un côté quelque chose qui ne sert à rien, d'autre part quelque chose d'extrêmement informatif. Alors pourquoi aussi c'est difficile? Parce que les patients ne sont pas tous pareils. On fait toujours ici des belles démonstrations, vous avez vu, hein, tous les mannequins sur les firmes, ils sont superbes, superbes, ils n'ont pas de graisse. Or, nos patients, les vrais, là, ceux qui sont dans nos salles d'attente, ce sont des vieux et des gros, hein, ensemble, enfin, en majorité. Or, les lobules graisseux, ils sont hyper écogènes. Plus ils sont âgés, ces lobules graisseux, plus ils sont réflexogènes. En plus, ils sont raides. Donc, testez vos machines sur des vrais patients et surtout pas sur les mannequins des firmes. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. En fait, pourquoi c'est difficile aussi? Parce que les variétés, les lésions ne sont pas toujours les mêmes. Voici une rupture transfixiante du supraépineux. Voici une rupture transfixiante du supraépineux. Voici un épanchement dans la bourse sous-acromiodéltoïdienne. Voici un épanchement dans la bourse sous-acromiodéltoïdienne. Donc vous voyez, hein, c'est pas facile. Alors comment faire? Comment faire en pratique? C'est quand même pour ça, hein, que vous êtes venus. Hein, comment faire en pratique? Eh bien, d'abord, il faut que le patient soit plus bas que vous. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Sans ça, vous aurez mal à l'épaule. Très vite. Croyez-moi, expérience, c'est vrai. Il faut le faire aller d'un côté à l'autre. Donc, il faut le mettre sur un tabouret tournant, hein, pour aller d'un côté à l'autre très très vite. C'est bête comme chou, mais croyez-moi, ça vous facilite la vie. Il faut faire, comme on l'a dit toujours en examen comparatif, faire des coupes systématiques, surtout ne pas s'arrêter quand vous avez vu une rupture de coiffe. Il faut continuer et il faut annoter vos clichés. C'est vraiment la base. Techniquement, comment on va faire? 3 parties. Vous les faites dans le sens que vous voulez, mais faites systématiquement 3 parties à votre examen, antérieure, supérieure et postérieure. Comme ça, vous saurez avancer correctement de façon systématique. Maintenant, lorsque vous avez ces prérequis, c'est-à-dire que vous avez la certitude ou la possibilité d'avoir une lésion de la coiffe, parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, dans l'instabilité, l'échographie, ça sert à rien, c'est peanuts. Donc, dans la lésion de la coiffe, que les clichés standards ont été effectués, vous voyez qu'on est en face. C'est pas moi. C'est pas moi. Que les clichés standards ont été effectués, que vous ayez fait au moins quelques dizaines, hein, d'échographies, et en commençant par des gens sains, commencez par vos internes, commencez par vos secrétaires, hein, commencez, hein, par du matériel humain, normal, avant de vous lancer chez les patients, que vous faites un examen bilatéral et que vous avez du bon matos, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Eh bien, la première chose à faire, c'est de séparer les chroniques des aigus. La sémiologie échographique est fondamentalement différente. Vous allez voir. Au niveau osseux, ça, il n'y a pas de problème. On vous a déjà montré ces images. Vous recherchez l'interruption de la corticale. L'échographie s'arrête à la corticale, l'échographie
voit merveilleusement bien la corticale. Ça s'appelle retour de sport d'hiver. Je me suis vautré en attendant le télésiège. On m'a fait une radio, mais je crevais de mal, j'étais comme ça. On n'a pas su me faire grand-chose. On m'a dit ça doit être la coiffe. Un mois après, j'ai toujours mal. En fait, c'est une fracture non transfixiante. Celle-ci est plus intéressante. Retour de sport d'hiver. Je me suis vautré, etc. Et je me suis fait une fracture, mais en plus, je me suis désinséré la partie bursale du supraépineux. Donc, j'ai un épanchement dans la bourse sous-acromion-deltoïdienne. Je n'ai pas de lésion transfixiante, puisque la partie articulaire, comme on vous l'a déjà montré, est indemne. Ça, c'est un peu plus ancien. C'est l'année passée au sport d'hiver, je me suis vautré. Je me suis fait une fracture du tubercule majeur et j'ai un gros pavé osseux qui vient m'empêcher de bouger mon bras comme je veux. Alors, l'encoche du versant postérieur supérieur, l'empoche de Maldiaigne, ça se voit très très bien. Remarquez que le tendon ici est normal. Encoche de McLaughlin, évidemment, avec le subscapulaire en avant. Lésions osseuses surtout pour l'acromioclaviculaire. Le nombre de lésions acromioclaviculaires qui passent à l'as, c'est invraisemblable. Elles passent au service d'urgence. Ils viennent vous dire que c'est une lésion de la coiffe, vous mettez le doigt dessus, vous faites un crossover comme vous montre la dynamique, et à ce moment-là, vous faites le diagnostic de lésion acromioclaviculaire, toujours par comparaison aux catégories. On recherche des bursites, en particulier chez les personnes âgées. La bursite, ça fait horriblement mal. Il y a le feu dans cette bourse. Et vous pouvez les aider de façon fantastique en infiltrant cette bourse. Les ruptures tendineuses en aigu, vous savez que c'est rarement chez les patients jeunes. En général, c'est surtout sur un tendon dégénératif. Vous voyez la solution de continuité avec la plage anéchogène qui traverse toute l'épaisseur du tendon, mais ça, c'est rarissime. En règle générale, on a ça. On a ça pourquoi? Parce qu'en phase aiguë, il n'y a pas de méplat en phase aiguë. En phase aiguë, c'est un épaississement diffus du tendon. N'importe quel tendon qui seront en phase aiguë, il n'y a jamais de méplat. Et donc, vous vous basez sur des signes indirects, c'est-à-dire ceci. L'absence de croisement entre le versant superficiel et la zone d'insertion. Regardez cette distance, regardez l'aspect normal. Ça, c'est la bourse, donc ça, c'est la bourse aussi, c'est une rupture. Signe indirect de rupture. Autre signe indirect de rupture, la trop bonne visualisation du cartilage, parce qu'il y a un aspect trop transsonore en superficie. Donc, dans les ruptures transfixiantes, comme vous l'a dit le professeur Sens, on met en communication les deux compartiments, le compartiment articulaire et le compartiment bursal. Donc, comme il vous l'a dit aussi, vous aurez un épanchement intra-articulaire et périarticulaire. Dans la phase aiguë, c'est systématique. Les 20% de sensibilité, c'est quand vous prenez tout le monde, parce que cet épanchement va disparaître en chronique. Mais en aigu, une seule coupe suffit pour repérer une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs. Bien entendu, lorsque vous aurez une lésion partielle du versant bursal, l'épanchement sera périarticulaire, comme ça. Ici, regardez, une désinsertion des fibres périphériques du supraépineux, épanchement périarticulaire. Les fibres profondes tiennent bien. Il y a 5 couches, en fait, ce supraépineux. Les fibres profondes tiennent bien. Pas d'épanchement intra-articulaire. Je vous remonte cette image ici, qu'on a déjà vue. Et à l'inverse, bien entendu, lorsque vous aurez une lésion du versant articulaire de la coiffe, vous aurez de nouveau un épaississement du tendon et pas un amincissement, avec un épanchement intra-articulaire. OK? Alors, il n'y a pas, bien sûr, que le supraépineux. L'infraépineux peut se rompre. Ici, regardez, une impaction de Maldiaigne. Là, vous avez cette fois-ci une rupture de l'infraépineux. La rupture bicipitale, le signe de Popeye, c'est très classique. Mais le plus important, c'est celui-ci. C'est la désinsertion subscapulaire. En aigu, pas de méplat. Un épaississement. On recherche bien ces images de clivage. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a déjà dit. Le biceps, il va avoir qu'une idée, c'est de prendre la corde. C'est d'aller se subluxer en médial au sein de ce subscapulaire. Et bien entendu, vous aurez une tendinopathie du biceps et c'est extrêmement douloureux. Regardez ici ce biceps qui vient escalader la berge médiale de la coulisse pour venir dans le subscapulaire. Première cause de tendinopathie du biceps. Deuxième cause de tendinopathie, c'est quand il est devant le subscapulaire et en général, c'est une luxation résultant d'une lésion de l'intervalle des rotateurs. Comme on vous l'a montré tout à l'heure, le ligament cède, le biceps vient devant le subscapulaire, dans ces cas-là, ici en coupe sagittale. Dernière lésion aiguë, je vous l'ai mis, c'est la migration de calcification. Pourquoi c'est bizarre? Il y a migration de calcification, la calcification c'est chronique, mais non, pas du tout.
Quand ça guérit, quand ça se fragmente, quand ça migre dans la bourse sous-accommodé-deltoïdienne 9 fois sur 10, dans l'articulation 1 fois sur 10 et dans l'os 1 fois sur 100, le patient, il est comme ça. C'est une véritable crise aiguë. Et dans ces cas-là, vous avez quoi? Eh bien, vous avez du lait calcique, vous avez cette carie calcique en superficie du tendon. Ce lait calcique dans la bourse sous-accommodé-deltoïdienne, il y a le feu, et c'est pour ça qu'il faut leur dire de mettre de la glace si vous ne pouvez pas les prendre tout de suite, parce que bien entendu, le traitement, c'est de les ponctionner le plus vite possible. Pathologie aiguë, pathologie chronique. Première cause de pathologie, de douleur en cas de lésion chronique, c'est l'antésopathie. C'est l'antésopathie qui peut être calcifiante, c'est la traction trop importante sur le tendon. On vous l'a dit également, je dis toujours à mes patients, une hanche c'est comme ça, une épaule c'est comme ça. Donc c'est mal centré et ça tire. Ça tire sur les insertions tendineuses et donc vous avez une désorganisation des zones d'insertion, hypoécogénicité globale, des zones d'insertion avec désorganisation. C'est absolument pas inflammatoire. Ça sert à rien de leur crever l'estomac avec des anti-inflammatoires. C'est purement mécanique. Au stade chronique, vous verrez ces spicules ossifiées. Ce ne sont pas des calcifications, ce n'est pas une maladie calcifiante. Ce sont des spicules ossifiés extrêmement fins qu'on peut retrouver dans le plan longitudinal, dans le coupe sagittal sous la forme de cette petite ponctuation. C'est vraiment l'antésopathie est un phénomène extrêmement fréquent qui n'est pas inflammatoire. Par contre, deuxième cause, le conflit. Professeur Sans vous l'a dit, le conflit antéro-supérieur, vous avez la bourse qui tapisse. C'est la bourse qui vient encaisser le choc en premier lieu. Cette bourse va s'enflammer. Elle, ce sera une véritable lésion inflammatoire. Et donc là, le traitement est tout à fait différent. Il faut orienter vers la bourse ou vers le tendon. Lorsque vous avez un conflit antéro-supérieur, on vous a déjà montré ces images, l'acromion, le ligament acromiocaracoïdien, cette voûte tapissée ici en dessous, le tendon tapissé par la bourse va glisser en dessous. Regardez ici, l'ossification de la partie postérieure du ligament acromiocaracoïdien. Ce n'est pas un acromion crochu, ce n'est pas du tout crochu, c'est une simple ossification que vous retrouvez de face ici, et ça c'est surtout une calcification, c'est la même chose, c'est la même image. Ce ligament acromiocaracoïdien, on le voit très très bien. Et qu'est-ce qu'on va rechercher dans ce conflit? On va rechercher d'abord la cause. Est-ce que c'est le tunnel qui est trop serré? Est-ce que c'est le train qui est trop gonflé? Tunnel trop serré, c'est quoi? C'est essentiellement l'hypertrophie d'acromioclaviculaire ou éventuellement une cicatrice. Quand vous voyez que c'est épaissi comme ça à l'échographie au versant superficiel, vous savez bien qu'en dessous, c'est épaissi également. Mais surtout, c'est les causes intrinsèques. Les causes intrinsèques, c'est le tendon qui gonfle. C'est comme le tendon gonfle, il a du mal à passer en dynamique. Il gonfle pourquoi? Parce qu'il y a une grosse calcification. Il gonfle parce qu'il y a une tendinopathie, parce qu'il y a une antésopathie hypertrophique qui donneront un conflit secondaire qui, lui, sera une pathologie inflammatoire. Également, facteur osseux. Ici, la séquelle de fracture. Ici, l'ostéophyte hypertrophique qui, eux aussi, peuvent générer des conflits secondaires. Comment est-ce qu'on les détecte? Mais d'abord, c'est ça. Votre ligament acromiocaracoïdien va devenir convexe. Il va devenir convexe. Vous savez qu'en dessous, ça pousse. Il y a quelque chose. Et puis, bien entendu, vous allez rechercher en dynamique le coincement de cette bourse sous le ligament acromiocaracoïdien en faisant une manœuvre d'antépulsion rotation interne, en faisant glisser ce supraépineux sous le ligament. Vous allez bien entendu chercher une bursite qui est la conséquence de ce conflit par une simple manœuvre d'abduction. Et c'est comme ça que vous verrez les lésions de ce conflit. D'abord la bursite, bien sûr. Ensuite, l'abrasion de ce versant superficiel. Ensuite, le creusement progressif du versant superficiel de ce supraépineux pour en arriver ensuite à la rupture transfixiante. Vous voyez, cette progression des lésions dans le conflit est très nette. Conflit antérieur, cette fois-ci, de Gerbert, tout à fait différent au point de vue localisation. C'est entre le subscapulaire à son passage sous la coracoïde. Première cause de ce conflit, également, la calcification hypertrophique qui épaissit le tendon et le coince littéralement en rotation interne contre la coracoïde. Enfin, le conflit des tennisman, le conflit postéro-supérieur de Walsh, lui, il est tout à fait différent parce qu'il se situe non pas au versant bursal, mais au versant articulaire du tendon, à la jonction du supra et de l'intraépineux,
et il s'accompagne souvent d'importantes irrégularités osseuses, parfois extrêmement inquiétantes chez des jeunes patients. Dans la tendinopathie, Nicolas Sanz vous l'a dit tout à l'heure, elle peut être calcifiante ou non. La tendinopathie non calcifiante est en fait très rare au niveau du supraépineux, mais par contre, ce qu'il ne faut pas louper, c'est la tendinopathie du biceps. C'est cette tendinopathie du biceps qui est vraiment une clé importante à découvrir dans la genèse de la douleur de votre patient. Il y a deux choses qui font mal la nuit dans une épaule, deux lésions inflammatoires, la bourse et le tendon du biceps qui est entouré d'une synoviale. Toujours la même chose. Au pôle supérieur de la tête, on vous l'a dit également, lorsque vous avez une rupture de la partie antérieure du supraépineux, le ligament coracohéméral se rétracte sur ce schéma de Stéphano modifié par Valérie Villemain, se rétracte et le tendon mis à nu vient en conflit avec l'acromion et le ligament coracohéméral. Tendinopathie au pôle supérieur de la tête. Regardez ici, le ligament s'est rétracté, le tendon est arrondi, il n'est plus protégé, il vient en conflit avec le ligament coracohéméral. Le meilleur signe, c'est celui de Jérôme Renoux. Lorsque vous avez un tendon sur une coupe au pôle supérieur de la tête qui mesure plus de 2 mm,5 mm, principalement par comparaison côté opposé, vous êtes quasiment sûr de la tendinopathie bicipitale au pôle supérieur de la tête. Par contre, dans la coulisse, il faut rechercher la désinsertion du subscapulaire. Lorsque vous avez un tendon qui escalade la berge médiale de la coulisse, pas étonnant qu'il soit irrégulier, épaissi et hétérogène, et ne cherchez pas le liquide. Le liquide autour du tendon, c'est un épanchement intra-articulaire. Souvent, le tendon est trop épais et il n'y a plus la place de mettre le liquide autour. Ce n'est pas cette coupe-là qui va vous aider. Ce n'est pas cette coupe-là qui va vous aider. C'est la comparaison entre les deux côtés, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Et n'oubliez pas que lorsque ce tendon va se rompre, pour le patient, c'est une merveilleuse chose. Ça va soulager sa douleur. Il faut parler dans vos comptes rendus de rupture salvatrice. Parce que c'est vrai que lorsque vous avez le chirurgien le coupe, nous on fait une infiltration intra-articulaire, si on a la chance de le rompre, c'est vraiment extrêmement bien, mais il faut que le patient soit prévenu de cette éventualité. La tendinopathie calcifiante, vous savez maintenant, elles sont fréquentes, elles sont souvent asymptomatiques. Voilà ce qu'on va rechercher pour faire le bilan d'une tendinopathie calcifiante, sa profondeur, accessible à une ponction, pas accessible à une ponction, son échogénicité, interruption complète de l'onde ultrasonore, c'est vraiment un bout de calcium extrêmement dur, ça ne sert à rien d'aller casser votre aiguille, et d'aller casser le tendon autour. Ici, regardez, calcification à centre, hypoéchogène ou anéchogène, extrêmement bonne indication de ponction. Les contours, est-ce qu'elle est fragmentée? Regardez, celle-ci est faiblement atténuante, excellente indication de ponction. Sa taille, est-ce qu'elle est susceptible d'entraîner un conflit antéro-supérieur par l'épaississement du tendon qu'elle entraîne? Et la réaction tendineuse voisinale, regardez ici, le tendon est complètement hypoéchogène autour de la calcification, c'est sans doute ça qui lui fait mal au patient. Vous voyez, j'ai mis les ruptures en 4 seulement. J'ai mis les ruptures en 4. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble, tout le monde a une rupture à partir d'un certain âge. Ça, au stade où la rupture est de petite taille, vous aurez un méplat. En pathologie chronique, on a vu qu'en aigu, ça n'existait pas. Regardez le petit méplat ici avec un supraépineux antérieur conservé, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Toutes ces ruptures postérieures ne font pas mal quand elles n'atteignent pas le versant antérieur, ou bien, du moins, au stade chronique, ça peut faire mal quand ça se détache. Les grandes ruptures, ne vous faites pas piéger. La tête remonte, on l'a vu tout à l'heure, elle vient contre le versant inférieur de l'acromion, et donc vous avez une disparition complète de la coiffe. Ce n'est plus un méplat, c'est une disparition. Également pour le subscapulaire. On a vu qu'en aigu, il s'hypertrophiait, en chronique, il disparaît. Donc vous avez un versant antérieur du tubercule majeur, du tubercule mineur, qui est chauve. Vous n'avez plus de tendon devant le tubercule mineur. OK? Alors, le bilan échographique d'une rupture de coiffe, qu'est-ce qu'on va chercher? Le nombre de tendons atteints. La mesure, bien entendu, dans les deux plans de l'espace. On va chercher les épanchements, bien sûr. La position du chef-rond du biceps. Et aussi le clivage postérieur. Comme vous l'a dit Nicolas Sanz, en rotation externe. Tendon détendu, surtout. Si vous le mettez en rotation interne, le clivage disparaît. Tendon détendu en rotation externe. Vous verrez merveilleusement bien ces clivages. Comme par exemple dans ce cas-ci. Et puis, comme on vous l'a dit également, on va chercher la dégénérescence graisseuse dans les muscles, à la limite que l'échographie ne voit pas le muscle subscapulaire. Donc l'échographie peut faire, je suis désolé, le bilan d'une rupture postérieure sans aucun problème. L'échographie ne fera jamais le bilan complet d'une rupture
antérieure, et l'arthroscan est dans ce cas-là le meilleur examen, tout à fait d'accord, le meilleur examen pour faire un bilan préopératoire de coiffe. L'arthroscanner est le plus mauvais examen pour faire le bilan d'une douleur de coiffe, puisqu'il ne voit pas la structure du tendon, il ne voit pas son versant bursal. C'est le meilleur examen en préopératoire d'une rupture de coiffe. On voit également très bien l'instabilité en rotation en faisant simplement une coupe axiale postérieure. Vous voyez ici en position de repos, vous faites tourner le bras de votre patient et vous voyez la subluxation postérieure. Donc ça peut être fait également en échographie sans aucun problème. Dans les ruptures partielles du versant superficiel, là, il faut voir deux types. Il y a celles qui proviennent d'un conflit antéro-supérieur qui donne cette abrasion à distance de l'insertion. Et comme on vous l'a déjà dit, il y a la désinsertion des feuillets superficiels du supraépineux avec rétraction, dans le cadre de la désinsertion. Au versant articulaire, c'est pareil. Vous allez rechercher soit la lésion ici non transfixiante, toujours à la jonction entre la facette d'insertion et le versant articulaire, et puis vous avez les cas où vous avez une rétraction des feuillets profonds du tendon. Regardez ici, les feuillets périphériques sont parfaitement insérés, les feuillets profonds sont complètement rétractés et ont disparu. Et de temps en temps, vous avez fromage et dessert, les feuillets superficiels sont partis, les feuillets profonds sont partis, et toutes les forces de votre tendon résident sur cette mince bande qui, évidemment, est extrêmement douloureuse, et ça n'attend qu'une chose, c'est de se rompre, et au moment où ça va se rompre complètement, votre patient sera en règle générale soulagé. Les ruptures intratendineuses, comme on vous l'a déjà dit, je le répète, doivent se rechercher en position de détente. Donc, pour le supraépineux, vous allez faire une petite abduction, plutôt avec le coude en arrière, pour bien le dégager de l'acromion. Pour le subscapulaire, vous n'avez surtout pas fait la rotation externe forcée. Et pour l'infraépineux, vous allez faire une rotation externe, abduction, rotation externe, pour détendre votre tendon au maximum. Je termine par la capsulite. 2 minutes. Je termine par la capsulite, parce que la capsulite, c'est le plus beau diagnostic qu'on peut faire en échographie, et c'est le plus difficile. C'est pas au moment où le patient est là, que vous avez fait le diagnostic de capsulite. Là, vous ne servez plus à rien. C'est au moment de la phase inflammatoire, quand l'infiltration intra-articulaire peut être active et peut être efficace. Et vous allez les soulager. Vous allez leur faire gagner des mois et des mois à ces patients. Alors là, séquence flair. Vous faites votre écho, c'est pas un accident de travail, mais chaque fois qu'il faisait et en plus, vous leur posez des questions. Vous avez mal le jour ou la nuit? Le jour et la nuit. Devant ou derrière? Devant et derrière. Ils sont chiants. M'excuse. C'est le meilleur signe diagnostique indirect. Allez. Séquence flair. Vous avez un patient qui a très mal, vous faites une échographie, vous voyez juste un petit épanchement intra-articulaire. Ça, excellent signe devant vous faire suspecter une pathologie, une capsulite débutante. Et là, vous proposez, bien entendu, à ce moment-là, l'arthrographie avec infiltration dans le même temps pour confirmer l'IRM, ou bien l'IRM, qui vous montre maintenant des signes excellents aussi de capsulite débutante. En écho, sentir pas mal. Les nerfs publications, 90%, c'est pas mal. Vascularisation de l'intervalle des rotateurs, hypoéchogénicité de l'intervalle entre le biceps et le subscapulaire, et majoration de l'épaisseur, ça c'est notre ami Carlos Homsi, majoration de l'épaisseur du ligament coracohuméral, toujours par comparaison côté opposé. Croyez-moi, avec ces signes, on s'en sort très bien, à condition de les rechercher et d'y penser dans ça. Donc, en conclusion, les clichés standards sont indispensables. Ils vous montrent le spongieux, cette lésion ici. Ils vous montrent l'interligne. Mais souvent, en cas de pathologie de la coiffe, les gens, ils ont mal là. Eh bien, vous avez un complément idéal. La cliché standard s'arrête à la corticale, l'échographie commence à la corticale. Ce couple écho est en règle générale capable, dans la majorité des lésions de la coiffe, je dis bien des lésions de la coiffe, de démembrer ces espèces de PSH qui ne veut rien dire. PSH veut dire autour de l'épaule, ça ne veut rien dire, c'est un terme qui doit être banni. Il faut essayer de savoir pourquoi le patient a mal. Et je vous rappelle donc qu'on peut avoir en aigu ou en chronique chaque fois 5 points à rechercher pour essayer d'orienter le traitement au mieux. Je vous remercie.